Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 131. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, et fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Mon invité aujourd'hui est Valérie Desclercq. Valérie est partenaire chez Aymeric Lepoutre & Partners, cabinet de conseil spécialisé dans la recherche de dirigeants et dans les enjeux de gouvernance. Après 25 ans de carrière dans la fonction ressources humaines, dans des grands groupes internationaux tels que Renault, Danone et Chanel, Valérie s'est spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants et le conseil en leadership. Elle est également auteure du livre « 7 stratégies pour booster votre influence en réunion » aux éditions L'Extenso. Nous discutons avec Valérie des enjeux de la gouvernance dans les entreprises cotées et privées. Comment mieux préparer et réussir la participation et présentation en réunion dans le business, ainsi que les différences culturelles et comment faire une réunion et comment réussir une réunion en ligne. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Valérie Desclercq, ravi de t'avoir. Nous nous sommes rencontrés grâce à mon ami, à Aymeric Lepoutre, chez lequel tu as intégré au début de 2022, me semble-t-il. Et tu as un parcours remarquable. Et tu as travaillé chez un groupe fantastique, fabuleux, intéressant, Chanel, pendant 8 ans, dans les plus hautes fonctions de RH. Et maintenant, tu es Executive Search. Et je voudrais, dans tes mots, comment tu voudrais te présenter? Eh bien, tout d'abord, bonjour, bonjour Minter. Je suis vraiment, ravie, d'échanger, avec toi et écoute, hem, me présenter, je dirais d'abord que je suis quelqu'un qui a toujours été finalement, passionné par la place des femmes et des hommes dans les organisations. Et donc, ça m'a amené à, pour le dire rapidement, j'ai fait des études de droit, histoire des idées politiques, je me suis tournée vers Sciences Po. Tout ça, c'était vraiment le sujet de la place des femmes et des hommes dans la place, dans la sphère publique. Et puis ensuite, je me suis intéressée au monde de l'entreprise et je me suis tournée naturellement vers les ressources humaines. Voilà, donc un parcours de plus de 25 ans, chez Renault, chez Danone et puis chez Chanel. Et j'ai eu l'envie, de me tourner vers, le coaching, l'accompagnement, des managers, des cadres dirigeants dans les entreprises, sous différentes facettes. Et effectivement, j'ai le plaisir depuis, début 2022 de travailler, dans l'équipe d'Aymeric Lepoutre, où je continue à faire de l'accompagnement et du coaching et je développe effectivement une activité d'executive search. Génial. Alors, on va parler certainement juste après de ton livre « 7 stratégies pour booster votre influence en réunion » qui m'a beaucoup interpellé et la raison principale pour laquelle je voulais t'avoir. Mais je suis curieux. Et comme j'ai travaillé chez L'Oréal pendant 16 ans, je connais bien ce monde de la mode et le cosmétique. Chanel, c'est une société, de ce que je comprends, qui est privée, tenue par les Wertheimer. Et je voulais savoir d'abord, comment tu définirais, maintenant, enfin, c'est pas si longtemps, il y a longtemps, quelle est la culture de cette entreprise? Comment tu les définis, la culture de Chanel? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, je me suis moi-même interrogée, venant de Renault, venant de Danone, je me suis dit quand on m'a proposé d'intégrer cette belle maison: «Qu'est-ce que c'est que la culture Chanel?» Je pressentais que ça allait être très différent de ce que j'avais pu connaître et les 8 années que j'y ai passées me l'ont confirmé et à la fois il y avait des points communs. Les points communs, c'était la recherche de l'excellence, c'était l'attachement porté à la place des femmes et des hommes, l'importance de l'humain.
Une grande exigence, et à la fois, un business model parce que c'est, voilà, une performance économique et puis un développement international. Et ce qui était caractéristique chez Chanel, c'était, j'ai découvert une culture d'humilité, ce qui était pas évident pour moi, pour une entreprise du luxe. Je l'imaginais pas forcément comme cela. Et j'ai découvert vraiment, des équipes tournées vers l'humilité, vers le plaisir du travailler ensemble. C'est pas une maison, enfin à part les stylistes et les créateurs, c'est pas une maison de stars. Voilà, et ça c'est ce qui marque, vraiment je crois cette culture. Et puis, encore une fois, la recherche de l'exigence, une très forte exigence, une très forte excellence et un rapport au temps particulier. Puisque dans une maison familiale comme Chanel, on peut se permettre de prendre le temps. On n'a pas des actionnaires, des investisseurs qui veulent un retour très, très, très rapide sur l'argent qu'ils ont mis dans l'entreprise. Et je me souviens quand je suis rentrée chez Chanel, on m'a dit: «Tu sais, on peut travailler pendant des mois sur un parfum et finalement se dire: "C'est pas une bonne idée, on laisse tomber, on passe à autre chose"». Et ça, c'est un luxe, c'est le luxe suprême, ce rapport au temps. Mmh. En tant que RH, dans ce cas-là, dans la quête de personnes qui conviennent à ce genre de culture, exigence, le temps et l'humilité, comment est-ce que tu et vous, allez chercher des gens qui correspondaient à ces valeurs ou ces idées? Parce que afficher l'humilité, comment est-ce que pourrez-vous décrire? «Je suis humble», ben, montrez-moi. Beh, évidemment, alors ça c'est tout le talent des à la fois des chasseurs de tête et puis des la fonction RH, c'est d'aller détecter cela. Parce que c'est vrai quand on reçoit quelqu'un, qui a un beau background, des belles réalisations, des belles success stories, c'est une chose. Mais est-ce que ça va matcher avec la culture en l'occurrence de Chanel? C'est autre chose. Il y a des résultats, il y a la façon d'obtenir les résultats qui est aussi importante. Et donc, tout simplement, j'ai envie de dire, c'est la conversation. Moi, je crois qu'un entretien de recrutement, finalement, c'est rien d'autre qu'une belle conversation, profonde et authentique, hein, où on va aller chercher les choses. Et la qualité de l'écoute, par exemple, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un qui va savoir écouter son interlocuteur, qui va pas, être préoccupé par briller, par occuper l'espace, qui va savoir, laisser la place aux questions, la façon dont il va raconter aussi ses success stories, la place, qui est faite à l'équipe, ça se sent, ça se sent véritablement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler, qui va dire «je», s sans mettre en avant, en quoi le collectif lui a permis d'atteindre ces résultats, c'est pas de bon augure. Alors après, entendons-nous, je suis pas en train de dire qu'il faut pas dire «je» et c'est un conseil que je donne en Oui, tant parce que que je suis embauché. voilà, et c'est un conseil que je donne en tant que coach. Parfois, il y a des personnes qui s'effacent, qui disent le «on» ou au contraire le «nous» et qui savent pas parler du «je», et je leur dis: «Bah oui, mais c'était quoi votre rôle à vous quand même? Comment est-ce que vous avez su instaurer la confiance, donner le sens? C'est quoi votre valeur ajoutée à vous?» Voilà, donc c'est un équilibre subtil. Mais effectivement, voilà, je crois que les entretiens, au démarrage, dans un processus de recrutement sont vraiment des moments, des espaces où on peut, aller chercher, ce qui va nous conforter par rapport aux valeurs que j'ai exprimées. Bon, puis après, très classiquement, il faut aussi, bien sûr, il y a quand on est dans l'executive search, on met en place des références, hein, tu sais, le système de référence où, on va aller, interviewer des personnes avec lesquelles la personne a échangé, a travaillé pour savoir ce qui s'est passé et vérifier si, finalement, l'humilité qu'on a sentie dans Mmh. l'entretien, elle a été vraiment mise en œuvre comme cela. Dans ce que tu as dit, tu as parlé du fait qu'en étant une société privée, il n'y avait pas autant d'acharnement sur le court terme.
dans la manière de la gouvernance? Y a-t-il d'autres choses qui sont arrivées par rapport à une société privée que tu regardes de manière positive ou négative par rapport à d'autres qui sont dans le même secteur, qui sont publics, cotés? Ça m'est un peu si tu me la je voudrais pas trop parler de la maison Chanel parce que c'est une maison qui est, attachée à sa discrétion. Mmh mh. Voilà, Mmh. donc C'est une autre forme de gouvernance dans ces cas-là. je dirais, ce qui est très intéressant à noter, c'est, la place qui est donnée aussi, la confiance, la place à la confiance. C'est-à-dire que finalement à tous les niveaux de l'entreprise, heu heu, on peut faire bouger les choses. La gouvernance, c'est une chose, mais la gouvernance, elle n'a de prix, que si elle est ouverte aussi à l'expression du plus grand nombre et que tout le monde peut avoir des bonnes idées pour faire fructifier le l'activité, heu, que ce soit dans une boutique, le stockiste, le caissier, le vendeur, la directrice de boutique, par exemple. C'est pas uniquement, voilà, les 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 grands dirigeants qui peuvent avoir des idées. Ça, c'est une spécificité, je trouve, qui est très très intéressante et finalement, quand je regarde, rétrospectivement, quand j'étais chez Renault, où j'ai passé 17 ans, déjà, il y avait un système, qui, favorisait l'expression des idées par, à tous les niveaux de l'entreprise. On appelait ça le système des suggestions. Ça nous était venu de Toyota, et Mmh. les opérateurs, avaient la possibilité d'émettre, des idées qui derrière pouvaient fructifier, voilà, c'est intéressant et chez Danone, c'était le cas aussi. Donc j'ai envie de dire, c'est la caractéristique de toutes les entreprises, me semble-t-il, qui, heu, qui valorisent les femmes et les hommes et un système de gouvernance avec la plus grande ouverture. Mmh. Alors, parlons plus largement quand on est sur le recrutement. La capacité de trouver une adéquation entre le profil et le poste, la personnalité et la culture. Aujourd'hui, on parle beaucoup du besoin de sens. Quel est le sens de cette entreprise? Et je voudrais juste, de manière ouverte et sur l'ensemble des industries dans lesquelles tu travailles, combien la notion de sens est évoquée et est-ce Mmh. que c'est quelque chose qui est encore très confus ou diffuse ou peut-être, pas du tout parlé. Alors c'est pas confus du tout. Pour moi, ça me paraît très clair et encore une fois, je mesure la chance que j'ai eue. Bon après, est-ce que c'est une chance? Est-ce que j'ai saisi des opportunités? On pourra en parler. Ça pourrait faire l'objet d'un talk à part, mais est-ce que la chance existe? Mais en l'occurrence, sur mon chemin, les entreprises dans lesquelles, j'ai évolué, effectivement, le sens et l'attachement à la marque, c'était fondamental. On disait chez Renault, je ne sais plus si on le dit aujourd'hui, qu'on avait le losange à la place du cœur, c'est pour dire. Et et je me souviens, j'ai eu l'occasion de visiter une fonderie, la fonderie du Poitou. Je crois malheureusement qu'elle a peut-être fermé son activité, mais à l'époque, ça marchait beaucoup, ça marchait très bien et c'était très éprouvant les conditions de travail dans une fonderie. Tu imagines, Mmh. Minter, il fait évidemment très chaud, c'est des conditions de travail qui peuvent paraître quand même assez épouvantables et quand je discutais avec les ouvriers, ils me disaient: «Mais pour rien au monde, je ne quitterai cette fonderie». J'y suis rentrée à 16 ans en apprentissage. C'est ma vie, je suis fière de mon métier, je suis fondeur, je suis fière de mon métier et grâce à moi, on fait des voitures. C'est l'image des tailleurs de pierre. Tu connais peut-être cette Mmh. histoire, hein, du voyageur qui sur son chemin, rencontre 3 personnes, 3 tailleurs de pierre. Le premier se plaint en disant: «C'est un travail très difficile, mais il faut que je nourrisse ma famille». Le deuxième continue de se plaindre: «C'est le seul gagne-pain que j'ai trouvé» et le troisième dit: «Oui, mais moi, monsieur, je bâtis des cathédrales».
Mmh. Voilà et le fondeur dans la fonderie du Poitou, c'était ça et à chaque fois dans tous mes jobs, j'ai eu évidemment l'opportunité d'aller dans les sites industriels. Alors j'évoque les sites industriels parce que c'est des conditions de travail qui peuvent apparaître quand même comme les plus pénibles, même si dans une boutique, le fait d'être quand on est vendeur, vendeuse, d'être debout toute la journée, c'est quand même aussi, pas facile. Hem Et à chaque fois, je ressentais, cela quoi. Je contribue, au pot de yaourt, à la visibilité de la marque Danone, je contribue, au rouge à lèvres de Chanel, je contribue à la voiture chez Renault. Hem Et ça, c'est quand on arrive à ça alors à chaque fois, il y a évidemment l'importance de l'histoire, les fondateurs, ce qui s'est passé, et puis la vision aussi, le sens du futur. On fait tout ça et c'est quoi le sens de demain? Et partager ça avec les collaborateurs, c'est formidable. Hem, donc oui, bien sûr que pour moi c'est une évidence. À la fois, Valérie, en t'écoutant, on parle de la losange, le losange, je m'en souviens Le pas. losange. Merci, merci, de Renault. Mon père qui a travaillé chez Peugeot, et Ford, et puis quand quand on regarde le sens d'un rouge à lèvres ou le sens d'une voiture, on est vite pris par, le produit. Ah oui, c'est un très beau produit, c'est magnifique, ça marche très bien. Ou bien, comme tu disais, l'histoire de la marque. Ah, j'adore, c'est une jolie marque. Il y a de fierté d'appartenir à cette marque Mmh. parce que quand j'énonce le nom, tout le monde dit: «Oh là là, Minter, tu travailles chez eux? Mmh. Waouh!» Mmh. En revanche, pour moi, ça ne correspond pas à un sens plus grand. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Ah oui, Comment alors je voudrais quel formuler? est le Quelle quel est la est part, le vrai ouais. sens? Quel est le sens, le sens plus grand? Là, on arrive sur des Ou la sujets cathédrale, comme tu dis. on est sur des sujets, un peu de philosophie, Tout à mais fait. finalement, c'est à chaque fois, c'est le construire ensemble. C'est le parce que finalement, construire tout seul quelque chose dans son coin, ça peut donner du sens, hein. On connaît tous, hein, des artisans, des success stories individuelles. Le boulanger, bah, il est tout seul, il fait sa baguette et le sens, pour lui, c'est, que ses clients, ils soient contents tous les matins de venir chercher des croissants parce que voilà, ça sent bon, parce qu'il y a une relation, qui est établie, parce qu'on demande des nouvelles des enfants, parce que c'est Mmh. la vie, quoi, c'est vivant, voilà, donc ça c'est le sens et la fierté du boulanger, c'est de voir le sourire de son client, Mmh. je me dis finalement. Mmh. Et de Hem bien le nourrir. et de bien le nourrir et donc le sens, c'est, hem, est-ce que le sens, ce serait pas finalement, alors je vais un petit peu loin, mais le sourire de l'autre? En tout cas, pour l'autre, je pense que c'est vraiment là-dedans. Tu as parlé de la communauté ou enfin de le faire ensemble et pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Là, je le sens bien, le sens. Mmh. Mais, du comme on va je voudrais parler de ton livre, prochainement, mais juste avant, tu es rentré tu étais dans la RH, tu avais certainement affaire avec des chasseurs de tête, comme on dit, d'executive search. Mmh. Heu, Comment tu vois l'évolution du métier, de ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui en fait le succès? Le métier de l'executive search, Mmh. je crois que la clé du succès, finalement, elle est simple et elle est intimement liée au sujet que tu viens d'évoquer, qui est la question du sens. Pour moi, ma façon d'envisager ce métier, c'est de rentrer en hyper connexion avec mon client, donc l'entreprise qui me mandate et de comprendre le sens, de comprendre, la finalité, de comprendre le pourquoi et comment on va y arriver et c'est ça qui conduit au plus beau recrutement.
Hem, si je recrute un directeur du marketing, je recrute un directeur financier, c'est au service de quoi? Et je vais recruter la bonne personne si j'ai saisi, la finalité, si j'ai saisi le sens, si j'ai saisi le où va cette entreprise, de quoi elle a besoin. Et mon job, c'est de l'aider à trouver la personne qui va le perfect match en fait, hein, avec ce sens, avec cette vision, avec cette exigence. Je crois que c'est un métier qui a un bel avenir devant lui parce que alors on dit beaucoup aujourd'hui avec LinkedIn, les réseaux sociaux, finalement il y a même des sociétés qui développent des algorithmes pour, réaliser le perfect match. J'y crois un peu, mais pas totalement. Ça aide dans le sourcing, ça aide à oui, effectivement, je recherche un une directrice marketing internationale qui a fait de l'industrie. Ça va m'aider à voilà, avoir un panel, qui va bien refléter le marché pour oublier personne. Mais c'est pas les algorithmes qui, au bout du bout, vont me dire: «Tiens, cette personne, elle va elle-même être heureuse dans l'entreprise». L'alignement entre les talents, entre les valeurs, entre le sens, ça, c'est des choses il faut l'humain pour trouver ça et le confirmer. Voilà, L'algorithme ne le fera pas. voilà, l'algorithme ne Comment le ne le fera pas. moins qu'on puisse dire. Alors, maintenant, on va parler de ton livre. 7 stratégies pour booster votre influence en réunion aux éditions L'Extinso, est paru en 2018, Fin fin de 2018. 2018. Hem, alors pourquoi ce livre? Comment tu es arrivé à écrire un livre sur l'influence en réunion? Alors, je me suis, heu, je me suis intéressée évidemment en tant que DRH, puis en tant que coach, au sujet de la communication, parce que la communication, c'est clé. La qualité de la communication, c'est clé. Et j'ai observé, quand j'étais en entreprise, des personnes qui avaient ce talent de communicant, sans aucun doute, dans un séminaire, dans une convention face à 500 personnes, qui étaient brillants, qui déroulaient, la stratégie, le bilan, et cetera. Et il m'est arrivé de voir ces mêmes personnes dans un comité exécutif, dans une réunion de projet, avec, un petit groupe de personnes, hein, là on est sur 10, 12 personnes, avec des enjeux différents. Ces mêmes personnes, j'ai vu des parcours vraiment se griller. Je vais dire le mot, devant un grand patron, des interventions malheureuses, maladroites, ou des personnes qui se tirent une balle dans le pied, en étant finalement, trop tournées vers le message à délivrer, vers, l'expertise qu'ils voulaient démontrer, sans être dans l'interaction. Et je me suis dit: «Tiens, il y a un sujet. Il y a un sujet qui est pas forcément souvent, appréhendé, exploré, exploité, dans les programmes de formation, dans les programmes managériaux». Et je me souviens donc j'ai commencé à m'intéresser comme cela et pour Sciences Po, pour Sciences Po Alumni, pour lequel, j'interviens, en tant que bénévole, Brigitte Rijard, qui dirigeait le pôle carrière à l'époque, m'avait proposé de faire un atelier et je lui ai dit: «Tiens, on pourrait monter un atelier sur ce sujet de l'influence. Qu'est-ce qui se joue en réunion?» Et voilà, donc j'ai monté un atelier qui durait une demi-journée avec des jeux de rôle, quelque chose d'assez interactif. Et quand j'ai préparé cet atelier, bien évidemment, j'ai essayé de lire tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Et là, je me suis rendu compte que finalement, il y avait pas d'ouvrage dédié. Alors, on trouve beaucoup de livres et de plus en plus, c'est un sujet à la mode, sur l'art oratoire, comment la prise de parole en public. On trouve beaucoup de livres sur l'efficacité des réunions, comment s'assurer que les réunions sont courtes et cetera, comment planifier les réunions, OK, mais c'est pas le même sujet. Voilà. Alors parfois, dans des livres de communication, il y a un petit chapitre sur le sujet de la communication en réunion, mais il y avait pas, me semble-t-il, un livre spécifique sur le sujet. Donc il y a un éditeur effectivement qui, a entendu parler de l'atelier et qui a été malin, qui s'est dit: «Bah tiens, ce sujet n'a pas été Mmh. traité, est-ce que ça te dirait Valérie d'écrire là-dessus?»
et et j'ai franchi le pas. Et j'ai franchi le pas et c'est vrai que c'est l'écriture, heu, beaucoup caressent le rêve d'écrire un livre, hein, c'était mon cas. Alors moi, j'étais plutôt avec l'idée d'écrire un roman un jour, Mmh. une Bah, idée tu qui peux m'a toujours, hein? voilà, une idée que je n'ai pas abandonnée. Bon, mais là, en l'occurrence, voilà, c'est un livre, très que j'ai voulu très pratico-pratique, que j'ai voulu concret, avec des exemples et c'était amusant et puis j'ai essayé aussi de le rendre interactif en allant interroger des personnes qui ont témoigné de leurs expériences dans les domaines, syndical, dans le domaine des startups, dans le domaine politique, dans le domaine des conseils d'administration, par exemple. You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership, and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business when you need it from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu as dit par rapport à la différence de prise de parole devant un grand public et en réunion. Il me semble un peu comme quand on fait une présentation en public, 500 personnes, c'est plutôt du théâtre. Donc la difficulté, c'est qu'il faut le faire en réel, il faut se souvenir de ce qu'on a raconté. Il y a d'autres personnes sur scène et il faut juste faire une espèce de danse ensemble. Quand il s'agit de la réunion, 10, 12 personnes, ça peut être du gladiatorial, ça peut être... de toute façon, c'est interactif. Et exa Et là, il mmh. faut tenir. Parfois, on est bombardé, parfois, on n'imagine pas l'ennemi qui est dedans, ou bien des questions qu'on n'a pas la réponse. Il faut savoir tenir une conversation. Exactement, quand on est devant 500 personnes, c'est très simple. On a un sujet, voilà, on est, le patron de l'ingénierie mécanique de Renault, on doit présenter son bilan, le bilan de ses équipes et où on va et on a une demi-heure et alors, on connaît parfaitement son sujet, on l'a préparé. Parfois, on se fait coacher si on n'est pas à l'aise si la voix est mal positionnée, si on a un sujet de posture, on se fait coacher. Ensuite, on déroule pendant une demi-heure et il y a pas, comme tu l'as dit, il y a pas de contradiction. Il y a parfois des moments de questions-réponses, mais c'est assez court, mais il y a pas ce qu'on a dans un comité de direction où on peut effectivement être dérangé, on peut être interpellé, moi, je l'ai vécu quand j'étais, DRH, il m'arrivait, assez souvent d'ailleurs, de devoir, défendre des positions, expliquer, face, à des patronnes, des patrons opérationnels, qui voyaient pas tellement, l'intérêt, de mettre en place, des entretiens annuels à mi-année, par exemple, enfin voilà. Donc la contradiction, ça fait partie du job et c'est pas le même exercice. C'est voilà, c'est parfois comme la négociation, hein, ça fait appel à d'autres facteurs. Mmh. Alors, tu as donné le titre influence en réunion. On aurait pu peut-être marquer, booster votre succès en réunion. C'est quoi l'influence? Comment tu définis ce mot par rapport à d'autres? Alors effectivement, je te remercie de souligner ce point parce que, bien sûr, je me suis interrogée sur ce mot «influence» qui parfois, peut être, mal perçu. Alors je distinguerais l'influence et la manipulation. La manipulation, c'est clairement quelque chose, voilà, un peu Ça sent mauvais. ça sent mauvais, voilà, c'est pas franc, manipuler, c'est, en amener quelqu'un là, où on a envie de l'amener sans qu'il en ait conscience. C'est à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. L'influence, il m'apparaît que c'est plus positif. L'influence, c'est voilà, j'ai une position.
je reprends mon exemple, je crois qu'il est pertinent de mettre en place, quand on est manager, des entretiens à mi-année, sans attendre la fin de l'année pour faire le point avec son collaborateur. Eh bien, je vais te convaincre, je vais influencer de façon à ce que, effectivement, autour de la table, à la fin de mon intervention, vous ayez envie de mettre en place ces entretiens. C'est clair, l'objectif, il est annoncé, il n'y a pas d'embrouille. Voilà, c'est ça que j'appellerais, c'est ça que j'appelle l'influence. Une réunion, c'est un moment, il y a un agenda ou pas parfois. D'ailleurs, est-ce que l'agenda, ça sert à quelque chose pour influer? Mais beaucoup de ce qui se passe dans une réunion, ne se passe pas dans la réunion proprement parlée. Mais effectivement, et ça, c'est vrai que là aussi, c'est une différence avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, une intervention dans une convention, dans un séminaire. La partie amont, elle est fondamentale. C'est-à-dire que, il faut positionner les acteurs, il faut faire la cartographie, de ses interlocuteurs. Se dire: «Tiens, là, cette réunion, il faut absolument je vais présenter un plan marketing, je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire. Je veux obtenir du directeur financier les moyens financiers de le faire. Je veux obtenir du DRH les moyens, les embauches pour le faire», et cetera, et cetera. Et ça, si on prend les gens à froid, ça va pas forcément fonctionner. Ça Mmh. ça fonctionne même assez rarement. Mmh. Donc bien sûr, le conseil que je donne dans ce livre, c'est déjà de se dire: «Tiens, là, en fonction de ce sujet, quelle va être la position de tel ou tel sur ce que je vais avancer?» Qui est influent dans la réunion par ailleurs. Voilà, qui est alors ça, c'est encore un autre sujet, parce que l'influent, c'est pas forcément celui qui a la fonction. Heu Mmh. Ça, il faut savoir l'identifier. Alors, parfois, c'est facile parce que si ça fait des années qu'on travaille, avec les mêmes personnes, voilà, on connaît, on sait par cœur ce qui va se passer. Bon, aujourd'hui, les rotations, c'est autre chose. Ça va assez vite, hein. Les équipes se renouvellent, donc on ne sait pas forcément avec qui on va travailler et donc le truc simple à mettre en place, c'est en amont d'aller, rencontrer, ses interlocuteurs pour, voilà, tâter le terrain et surtout, ce qui est très important aussi, c'est de laisser place à l'échange et au débat. C'est-à-dire que je reprends mon exemple pour, des fins pédagogiques, l'entretien à mi-année, je peux avancer l'idée et essayer d'obtenir l'adhésion de tous sur ce sujet. Je suis aussi ouverte sur: «Tiens, qu'est-ce qui va se de quoi on va parler pendant cet entretien? Comment ça va se mettre en place?» Et welcome aux idées des autres, heureusement. Sinon c'est frustrant. Mais oui, la préparation, c'est fondamental. Un autre sujet, c'est l'agenda et dans mon expérience, je m'en souviens bien de, on va dire, l'importance prémonitoire quelque part dans l'agenda. C'est-à-dire que si on est stratège, généralement, on met les choses plus importantes au début. Sinon, si la réunion dépasse, car ça, Ouais. c'est souvent des fâcheuses tendances à pas toujours tenir, les gros sujets ne sont pas traités. Et je me suis Mmh mh. retrouvé, je me rappelle, Mmh mh. Mmh mh. à, à, à avoir souvent la place à la fin. Et Mmh mh. j'ai envie de dire souvent les ressources Mmh. humaines étaient à la fin aussi. Eh beh, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et comment faire? Alors moi, j'avais trouvé la parade parce qu'effectivement, j'avais constaté qu'on commençait toujours par les points business, les résultats des quand j'étais DRH, Europe, on commençait par les points des différents pays, il y avait un sujet marketing, il Le y avait un chiffre sujet d'affaires est ah constamment voilà, important. voilà, voilà et puis tiens, allez, on va parler des talents, on en est où des recrutements et cetera, mais et c'était toujours à la fin et effectivement, c'est pas que ça passait à la trappe, mais alors que j'avais prévu 10 minutes, je me retrouvais avec 2 minutes et bien sûr, c'était frustrant et bien sûr, ça se passait pas comme j'avais envie que ça se passe. Donc ce que j'avais trouvé comme parade, hem,
Eh bien, j'avais échangé avec l'assistante, de la directrice générale qui préparait, cet ordre du jour et voilà, à chaque fois, si j'avais un sujet RH important, eh bien, je suggérais qu'il soit placé plutôt au milieu de l'agenda. Enfin voilà, c'est un exemple, hein, mais il faut pas subir, il faut jamais subir, il faut jamais se victimiser. Et donc si on a l'impression qu'on est sur un strapontin, si on a l'impression qu'on est toujours d'abord, il y a pas de hasard. C'est de se dire: «Tiens, qu'est-ce qui fait que Mmh. mes sujets passent toujours à la fin?» Voilà, donc ça, à un moment donné, il faut aussi en discuter, avec qui il faut, qui de droit. Hem, mais voilà, un ordre du jour, et bah, ça se modifie. En tout cas, il faut en parler. Mmh. Tu as souvent évoqué les femmes et les hommes, surtout quand tu parlais de Chanel. Je me demandais à combien, le fait d'être une femme par rapport à un homme, souvent dans des comités qui sont en majorité hommes, en tout cas ce qui était mon expérience et j'imagine encore pas mal l'expérience sur les grands boards, malgré les besoins et envies d'avoir de Mmh. l'unicité. Mmh. Quelle est la nuance à apporter par rapport à un conseil pour une femme par rapport à un homme? Y a-t-il place pour en avoir une différence de la manière? Alors Minter, je te remercie d'aborder ce sujet qui m'est cher, bien sûr, parce que on ne peut être insensible aujourd'hui, à la place, des femmes dans les instances. J'ai eu le plaisir d'animer il y a quelques années une table ronde, sur le thème, «Le leadership a-t-il encore un genre?» D'ailleurs pour celles et ceux que ça intéresse, c'est une table ronde qui a été enregistrée qu'on peut retrouver sur ma page LinkedIn Je et vais le mettre alors dans les show notes. volontiers. Et la conclusion, c'est que le leadership, non, le leadership n'a pas de genre. Ce qui est sûr, c'est que le moule du pouvoir, il est historiquement masculin. Pour des raisons historiques, évidemment, pour des raisons, d'évolution sociologique, sociétale, et donc il y a des entreprises encore maintenant où effectivement, bah, le pouvoir, il est exercé plutôt par des hommes. Alors ça change et c'est bien et ça veut dire que dans l'inconscient, dans les enfin inconscient plus ou moins d'ailleurs, mais dans les postures, dans la façon de se comporter, on a pu connaître certaines femmes qui, bah, devaient, se sentaient obligées de se comporter finalement, d'avoir les habits masculins du pouvoir dans une réunion, parce que c'était le standard et j'observe que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que les femmes en tailleur pantalon façon Sigourney Weaver des années 80, chignon serré et cetera, c'est de moins en moins le cas. Je trouve que voilà et la voix aussi. La voix, c'est un marqueur. Mmh. C'est-à-dire que comme le moule du pouvoir, il est historiquement masculin, eh bien, il est de bon ton d'avoir une voix plutôt grave parce que le timbre a enregistré, le fait que le pouvoir, c'est l'homme et l'homme, c'est une voix assez grave. Alors, il y a des femmes qui ont des voix graves naturellement, donc c'est facile et puis il y a des femmes qui ont des voix plutôt aiguës, hem et donc qui ont travaillé cela pour justement savoir poser leur voix dans un comité de direction, par exemple, où il y a 2 femmes, sur 10. Ouais. Alors je prends l'exemple dans ce livre évidemment bien connu, Édith Cresson, Margaret Thatcher, qui se sont fait coacher parce que leur voix était montée dans les aigus assez facilement Mmh. et Surtout quand alors on est stressé. surtout quand on est stressé et c'est vrai que le fait d'aller, dans des collectifs où il y aura de plus en plus de femmes, on va s'habituer en fait à des voix plus aiguës et donc aujourd'hui j'observe que c'est moins, on le travaille moins. Je me souviens par exemple de Marlène Schiappa, qui a beaucoup œuvré pour la cause des femmes, dans les entreprises notamment. J'avais été un peu choquée au départ, quand elle était rentrée dans le gouvernement il y a un certain nombre d'années. Elle avait une voix très très juvénile, bah et en fait elle a assumé. De la même façon qu'elle a lâché ses cheveux. Voilà, elle a Mmh. assumé, finalement une certaine féminité
Et je trouve que c'est formidable. Et effectivement, dans mon livre, je prends aussi l'exemple de quelqu'un que j'avais interviewé qui s'appelle Delphine O, qui était députée. C'est la sœur du ministre Cédric O, qui était ministre au numérique. Et alors, elle me racontait comment son premier jour au Parlement, à l'Assemblée nationale, le mercredi, c'était dans le jeu des questions d'actualité. C'est une espèce de bizutage hein, quand on rentre à l'Assemblée nationale pour la première fois. Elle s'est dit, je vais mettre une robe rouge. Voilà, comme ça, dans cet univers grisâtre, on me verra. J'avais trouvé ça assez délicieux comme petite anecdote. Voilà, Assumons. voilà, il faut assumer. Alors, c'est pas toujours facile, évidemment, mais les choses se mettent en place. Et après, il y a un sujet que j'évoque aussi dans mon livre, qui est le sujet de la tribu. Et c'est vrai que la tribu, bah, les femmes, c'est une tribu, les hommes, c'est une autre tribu. Et donc, il y a des mécanismes de solidarité, de coopération et aussi de défense qui se mettent en place. Et quand il y a une tribu qui est trop masculine, mais on peut aussi connaître des tribus trop féminines. Moi, j'ai connu ça, hein, surtout dans les RH. Parfois, c'est une fonction qui est très féminisée. Mm. J'ai vécu des réunions de DRH. Il y avait un homme pour 15 femmes. Bon, il y a parfois des collectifs qui se mettent en place avec des réflexes. C'est pas bon. Il faut aller vers de l'équilibre. Généralement, enfin, pour avoir étudié les études féminines, quand j'étais à l'université où je me suis retrouvé comme ce genre de proportion 15 femmes et moi, Ouais. Ah j'ai ouais. eu l'occasion de bien expérimenter ça et puis ça m'a permis par ailleurs de remarquer quand il y avait quelqu'un qui était, on va dire, solitaire, ou en tout cas Voilà. minoritaire, de comment les amener. En revanche, quand on parle de l'influence dans les réunions, il n'y a pas que présenter, il y a participer, et puis parfois il y a des grandes discussions qui vont vers les engueulades, vont vers les interruptions constantes pour faire passer un grand message tendancieux. Mmh. Et là, en revanche, comment se faire entendre dans ce genre de brouhaha, culturellement différent certainement, mais oh là là, j'ai toujours trouvé ça pénible, car moi je préfère qu'on on écoute avec respect que Mmh. de couper quelqu'un d'autre, car je Mmh. trouve ça malheureux. Alors c'est vrai que couper la parole, c'est quelque chose, alors c'est peut-être assez marqué en France, hein. Effectivement, tu évoquais les environnements culturels dont je parle aussi dans mon ouvrage. Mm. La culture, en France, c'est plutôt effectivement la libre expression, le ton monte, on se coupe la parole, c'est vivant, et alors là, il faut être armé pour cela. Et moi, j'ai alors, je dis souvent le premier stéréotype s'agissant des femmes, c'est de penser que toutes les femmes se ressemblent. C'est faux. Mhm. Toutes les femmes ne se ressemblent pas et c'est heureux, et tous les hommes ne se ressemblent pas non plus. Cependant, on peut observer, et en tant que DRH puis coach, je l'ai observé à de nombreuses reprises, beaucoup de femmes ont quand même ce petit sujet-là, d'avoir le sentiment que: «Tiens, on me coupe souvent la parole, je ne sais pas bien comment réagir». Alors c'est vrai que ça se travaille, tout se travaille, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Donc il y a des petites phrases clés, du style, «Écoutez, j'aimerais, si vous le voulez bien, aller au bout de mon idée». Paf, on Ne me balance coupez ça, plus. voilà, d'un ton très sec, ou alors, «Je crois vous avoir écouté sans vous interrompre, j'aimerais que vous fassiez de même». Ou alors, «Il ne faut pas participer à ce débat si ce que disent les autres ne vous intéresse pas». Bon, c'est des petites phrases comme ça qu'on peut avoir, sous la main, qui sont efficaces. Et je crois d'ailleurs beaucoup aussi, à l'observation. Les débats politiques, c'est quelque chose de fabuleux. On aime ça en France, hein, les débats politiques, hein, on l'a vu pour les présidentielles, encore une fois. Et c'est intéressant parce que nos politiques, ils sont vraiment formés, hyper médiatraînés, à tout cela. C'est intéressant de voir ces petites tactiques parce que bien sûr, là, on coupe la parole. Je me souviens, c'était en 2007, les primaires les primaires de la droite. Il y avait un parterre masculin et il y avait, Nathalie Kosciusko-Morizet qui était la seule Oui. femme,
et on avait comptabilisé le nombre de coupures le nombre de fois où les hommes lui coupaient la parole, c'était prodigieux. Voilà, donc Alors qu'elle est grande, elle, MK. et alors qu'elle a du charisme, qu'elle a la voix qui porte bien, donc quand on vous coupe systématiquement la parole, avoir ce genre de petites phrases, c'est très bien. C'est même indispensable. Mais en fait, au final, la meilleure solution, c'est quand le patron ou la patronne montre l'exemple et dirige les choses, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Dans le temps qui nous reste, j'ai deux autres sujets. Et un, c'était par rapport à maintenant que nous avons fait passer, on va dire, en tout cas, je ne sais pas, mais la pandémie, où on a dû faire pas mal de Zoom. Et je me demandais comment est-ce que, si tu avais à rajouter ça, comment l'influence change quand on a des réunions en ligne, hein, ou en tout cas en mixte, par rapport à en présence? Alors effectivement, c'est un sujet. On a vu des conseils d'administration, en Zoom, des COMEX et alors c'était quand même au départ, il y a des grands moments de solitude, hein, parce qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas maîtrisées. La technique, il y a des fondamentaux en matière de communication qui sont, 3 il y a 3 choses, il y a le regard, le dos, le dos, c'est la verticalité et Mmh. la voix. Ces 3 éléments, il faut les travailler, il faut les maîtriser quand on est dans une réunion présentielle. Il faut aussi les maîtriser quand on est dans une réunion à distance et donc il faut être attentif effectivement, au positionnement des yeux, par exemple. Si, on a, mettons, un COMEX, on a 12 vignettes là, il y a 12 visages qui s'affichent à l'écran. C'est à qui s'adresse-t-on? Voilà, donc Ouais. bah, oui et donc effectivement, si, sur ces 12 personnes, il y a un interlocuteur qui est particulièrement virulent dans l'échange, enfin, ou quelqu'un à convaincre, voilà, il faut savoir s'adresser à lui, sauf que là, vous pouvez pas le regarder dans les yeux. Parce que quand vous le regardez dans les yeux, vous regardez dans les yeux de tout le monde, puisqu'il y a Mmh. qu'un œil. Voilà, c'est des choses, quand même particulières. La verticalité, c'est aussi la tenue, c'est aussi se positionner, et de façon à avoir une espèce de charisme comme ça à travers l'écran. Il faut y être attentif, il faut en prendre, conscience. Je pense qu'une chose importante aussi, c'est le sourire. Ce qui me Mmh. frappe, c'est qu'à distance, les gens sont assez figés. Mmh. Il m'est arrivé de donner des cours, à Sciences Po, à des jeunes étudiants à distance. C'était le jour et la nuit par rapport à un cours en présentiel où ils étaient très chaleureux, ils intervenaient beaucoup et là, paf, ils étaient figés. Un comité de direction, c'est pareil. Alors qu'en fait, attention, c'est pas parce que c'est à distance qu'on vous voit pas. Et donc, le Mmh. fait de s'obliger à ouvrir son visage, à éclairer son visage, à être dans la connexion avec l'autre, en étant humain, enfin voilà, versus le digital, c'est important. Établir la connexion. Hem et en fait, les différentes stratégies que j'ai déclinées dans mon livre, jouer collectif, créer du lien, donner l'envie de vous faire confiance, c'est des choses qui s'appliquent évidemment à distance et enfin, dans le triptyque, il y avait la voix. La voix à distance, faut y être particulièrement attentif. On peut parler ou trop bas, on peut parler ou trop fort. Voilà, donc il faut se positionner. J'ai envie de dire que, enfin, dans la version hybride, où il y a du présentiel plus à distance, ça, j'ai envie de dire, c'est le bordel et c'est compliqué. En tout cas, si on imagine que c'est juste en Zoom, à distance, le travail en amont, de rechercher les gens, d'essayer de sentir les gens, ce qui est beaucoup plus difficile à faire quand on est sur l'écran, parce qu'on voit pas les pieds en train de tapoter avec impatience, on Alors ne les sait pas ce qui est en... micro-signes. Oui. C'est ça, les pieds qui tapotent, hein. Ouais. C'est et ben alors les micro-signes, ça se détecte.
C'est une question d'habitude, mais ça se détecte. Donc effectivement, et je te remercie de pointer ça parce que je reprends mes 12 visages là. Si on observe bien les visages, Ouais. on voit celui qui décroche. On Ouais. voit celui dont l'œil baisse parce qu'il est en train de tapoter un Oui. SMS, parce qu'il s'ennuie cruellement alors que de ce que vous racontez. Et donc, de la même façon que dans une réunion en présentiel, quand on sent quelqu'un qui décroche, il faut aller le chercher, il faut l'interpeller, il faut lui poser une question, lui faire reformuler, Ouais. lui demander son avis, réveiller. Et à distance, ça fonctionne très bien, mais c'est un apprentissage. Ouais. Il me semble aussi, dans le vécu que j'ai, c'est que le chat, que ce soit en blind, c'est-à-dire moi juste à toi, en derrière, si tu veux, donc le back channel, comme on dit en anglais, en Mmh. termes de communication, ou Ah sur un oui, WhatsApp à ah oui. côté, Mmh. est beaucoup plus évident et beaucoup plus facile à faire puisqu'on ne Mmh. voit pas les mains Mmh. généralement. Donc, Mmh. il faut être subtil pour Mmh. essayer de capter tout ça. Mmh. Mais de toute façon, quand on est dans une réunion, les pensées de chacun sont pas toujours visibles. Et on est là ensemble, on voit quelqu'un décrocher, mais on ne sait pas exactement ce qu'il pense ou elle. Mais Et il dans ce faut cas, pas ouais, il faut pas hésiter à aller le chercher. Parce qu'en fait, ce que j'ai observé aussi, c'est que ces comités à distance, souvent, ils sont plus courts, on les dit plus efficaces. Et pourquoi on les dit plus efficaces? Parce qu'il y a moins d'échanges. Chacun déroule sa partition, mmh et il y a pas de dialogue. Je crois qu'il faut s'attacher justement, au contraire, à aller chercher l'avis des autres parce que sinon c'est mortellement ennuyeux. pour ça, il faut entre autres, non seulement avoir l'envie d'interpeller, de poser des questions et cetera, il faut avoir le temps. Parce que aussi est-il que s'asseoir devant l'écran sur une chaise, à regarder la caméra sans cesse, c'est différent d'être dans une Mmh. réunion où on se touche, on se parle, on entend l'autre Mmh. ricaner, Mmh. rigoler. Mmh. Ou sourire d'ailleurs. Mmh. Voilà, mais Valérie, génial, j'ai adoré cette conversation. Maintenant, C'est comment est-ce déjà que fini? eh ben oui, imagine-toi. Hem, et je voulais savoir comment est-ce que des gens qui écoutent peuvent, s'octroyer ton livre, de meilleure manière, oui et te se connecter avec toi, suivre ce que tu fais, écris et cetera. Avec grand plaisir. Le livre, il est disponible, à la Fnac, auprès des distributeurs, hein. On le trouve via Google, facilement. Et puis, bah, moi j'aime beaucoup rencontrer, les gens. Voilà, j'aime beaucoup discuter, donc je suis ouverte à tout échange. Donc on peut me contacter, par LinkedIn, c'est sans doute, le plus simple. Toutes mes coordonnées, y sont. Ce sera avec grand plaisir. Eh bien, ça me laisse juste à mon audience, notre audience, de te dire merci. Un grand merci à toi, Minter. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man
conditions it made a convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman. You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership, and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business when you need it from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcast.